L'île de Chichijima peut d'abord paraître insignifiante dans l'immense océan Pacifique. Faisant partie de l'archipel d'Ogasawara, Chichijima se trouve à environ 150 miles au nord d'Iwo Jima et à 500 miles au sud des îles principales du Japon, et elle n'est même pas aussi grande que Central Park à New York. Et pourtant, sa position géographique en faisait un emplacement de choix pour la défense du Japon contre les puissances alliées alors qu'elle s'approchait des îles principales à la fin de 1944, resserrant l'étau sur leur ennemi qui avait déferlé sur le Pacifique et l'Asie 2 ans auparavant. Cependant, ceci n'est pas l'histoire d'une bataille cataclysmique pour le contrôle des îles pendant la guerre. En fait, les États-Unis ont décidé de les contourner complètement dans leur marche vers le Japon, préférant bombarder le pays jusqu'à sa reddition. Ce n'était pas non plus un lieu où, comme dans tant d'autres endroits du théâtre du Pacifique, le destin est intervenu en faveur d'un camp ou de l'autre. Au lieu de cela, l'île a servi de décor à l'un des récits les plus inutilement atroces de tout le conflit. Voici l'histoire de l'incident de Chichijima. Bienvenue dans Wars of the World. Ouverte en 1914, une petite base navale fut installée sur l'île lors de l'essor naval du Japon au début du XXe siècle. La base comptait 1200 personnes chargées principalement de soutenir les petits navires de guerre, dragueurs de mines, chasseurs de sous-marins, canonnières, torpilleurs et de maintenir une station météorologique. Bientôt, son rôle s'est élargi pour inclure l'exploitation d'hydravions pour des missions de reconnaissance et la construction de grandes antennes radio, Chichijima devenant par la suite une station de relais majeure pour les communications longue distance entre l'amirauté japonaise à Tokyo et la flotte impériale japonaise. L'importance de l'île était telle qu'elle bénéficia d'une garnison relativement importante pour la défendre lorsque la guerre éclata avec les États-Unis après l'attaque de Pearl Harbor. Forte de près de 4000 soldats et dotée d'une unité d'artillerie lourde, la garnison connut des premiers mois de guerre relativement calmes, les Alliés restant sur la défensive. En 1944, évidemment, la situation était très différente. Les sous-marins américains harcelaient les îles principales du Japon, rendant tout navire en mer vulnérable, même près des côtes. Mais pour la garnison de Chichijima, la plus grande menace venait des forces de porte-avions américaines qui s'approchaient. L'île fut la cible de nombreuses attaques par les avions américains qui ne firent que s'intensifier à mesure que la guerre semblait se rapprocher de la voisine Iwo Jima. Le danger était tel que les Japonais évacuèrent plus de 6000 civils et commencèrent à construire à Susaki un aérodrome assez grand pour des chasseurs et bombardiers légers. Pour la garnison basée sur Chichijima et l'archipel environnant, l'année 1944 fut difficile, car ils durent faire face à des frappes aériennes répétées et à des pénuries régulières de nourriture et d'équipement. Le moral chuta lorsque la frustration de ne pas pouvoir riposter contre un ennemi qui n'apparaissait que dans les airs mena à l'alcoolisme et à une perte de discipline, obligeant les officiers japonais à user de la force physique avec leurs hommes pour les maintenir en ordre. Pour remonter le moral de leurs hommes, lorsque des aviateurs américains étaient capturés après que leur avion ait été abattu, des démonstrations de brutalité étaient organisées, soit pour prouver que les Américains n'étaient pas invulnérables, soit simplement pour tirer une joie perverse de la souffrance d'un autre être humain. Les récits des types de crimes de guerre commis par les Japonais sont gravés dans les annales de l'histoire, et la garnison de Chichijima a certainement joué son rôle avec ses prisonniers. Les aviateurs américains capturés étaient torturés de diverses manières cruelles et sadiques. Et s'ils survivaient à de tels traitements, leur fin arrivait probablement sous la lame d'un sabre samouraï japonais. L'intensité des opérations aériennes lors de la préparation de l'assaut final sur Iwo Jima a vu une centaine d'équipages américains abattus au cours d'une période de 9 mois lors des attaques sur Chichijima. La plupart furent tués dans leur appareil et quelques chanceux réussirent à rejoindre la mer où ils furent secourus par un hydravion ou un sous-marin. Cependant, certains n'eurent pas cette chance et devinrent prisonniers sur l'île de l'Enfer.
commandant une garnison japonaise dans l'archipel d'Ogasawara, se trouvait un certain général de division Yoshio Tachibana. Né le 4 février 1890, Tachibana est diplômé de l'Académie de l'armée impériale japonaise en 1913 et a eu une carrière assez banale jusqu'en 1939 où il reçut le commandement du 65e régiment d'infanterie de l'armée japonaise avant sa participation à la bataille de Zhaoyang-Yichang contre les forces chinoises en Mandchourie. Ayant acquis de l'expérience en commandant un régiment au combat, il était rapidement sur la voie de devenir général et finit par prendre le commandement des troupes défendant Ogasawara en 1943, dont les effectifs à travers l'archipel dépassaient désormais 25 000 hommes. Tachibana n'avait aucune empathie pour les aviateurs abattus capturés par ses hommes. Le capitaine de l'armée japonaise, Hirokazuga, a révélé aux interrogateurs alliés qu'il avait brièvement fait halte à Chichijima en allant à Tokyo vers la fin de la guerre, où il avait vu des prisonniers attachés à des pieux, privés de nourriture et d'eau plusieurs jours. Il a affirmé avoir eu de la compassion pour ces hommes et avoir profité de la distraction causée par un autre raid aérien américain pour donner à certains d'entre eux des gâteaux de riz, ne serait-ce que pour soulager leur souffrance pendant un moment. Le sadisme de Tachibana envers le traitement de ses prisonniers n'était qu'accentué par son alcoolisme persistant qui semblait libérer sa créativité lorsqu'il s'agissait de trouver de nouveaux moyens d'infliger des souffrances, comme faire poignarder un prisonnier par ses hommes avec des bâtons de bambou aiguisés. Mais le pire restait à venir. Le 2 septembre 1944, le porte-avions United States Ship San Jacinto se préparait à lancer un nouveau raid aérien sur l'île. Les bombardiers Avenger visaient la station radio numéro 6, essentielle à la navigation des avions japonais et considérée comme une cible prioritaire. Chaque Avenger transportait 4 bombes de 500 livres dans sa soute étroite et avait un équipage de 3 pilotes, opérateurs radio et mitrailleurs. Parmi les pilotes décollants du porte-avions se trouvait un jeune lieutenant de 20 ans, George Herbert Walker Bush, qui était à l'époque le plus jeune pilote de la marine et avait déjà participé à plusieurs raids. Les Avengers commencèrent à décoller à 7h15 et se dirigèrent vers leur cible, survolant l'île à plus de 8000 pieds jusqu'à ce qu'ils atteignent leurs objectifs, ce qui leur permettait de voler au-dessus de l'altitude que pouvaient atteindre les artilleurs anti-aériens japonais aussi longtemps que possible. Bush et ses camarades arrivèrent au-dessus de la zone cible près d'1 heure après le décollage et dans la lumière du petit matin, ils pouvaient clairement distinguer sa cible, la tour projetant une longue ombre sur le terrain, comme si un doigt noir la désignait pour qu'ils la voient. Les Américains entamèrent rapidement leur piqué sur les cibles, augmentant leur vitesse à 350 miles à l'heure, bien au-delà de celle prévue pour le bombardier. Cependant, la baisse d'altitude les exposa aussi aux canons japonais, désormais servis par des artilleurs chevronnés connaissant les tactiques américaines. Au sol, le commandant de la station radio, le commandant de la marine impériale japonaise, Shizuo Yoshi, qui n'avait pris ses fonctions que 4 semaines auparavant, fut furieux de l'attaque américaine et jura d'en tuer le plus possible en ordonnant à ses hommes d'ouvrir le feu. En plongeant, Bush a traversé un feu anti-aérien intense, balles et obus sifflant autour de son Avenger. Il ne tarda pas à se rendre compte qu'il ne sortirait pas indemne de cette attaque, car son avion se mit à vibrer et à résonner sous le bruit du plomb brûlant frappant la carlingue en aluminium de l'appareil. Plus inquiétant encore, son moteur Wright Air 2600 Twin Cyclone commençait lui aussi à montrer des signes révélateurs qu'il avait été touché. Mais Bush resta concentré sur sa plongée et largua ses bombes sur la cible avant de redresser et de repartir vers la mer. À ce moment, son moteur a pris feu, des flammes et de la fumée sortaient du capot. Il savait que son avion était mortellement endommagé et qu'ils allaient devoir amérir. Mais sachant aussi ce qui pourrait arriver à lui et à son équipage s'ils étaient capturés, il essaya de s'éloigner le plus possible de l'île. Boucher dirigea l'Avenger au nord-est de Chichijima avant de donner l'ordre à son opérateur radio et à son mitrailleur de sauter. Mais il fut le seul à réussir à s'échapper. L'un des hommes n'a pas déployé son parachute, l'autre n'a pas pu sauter à temps. Boucher regarda avec horreur son avion et son équipage s'écraser dans l'océan tandis qu'il descendait presque sereinement vers l'eau. Depuis la côte, des marins japonais ont vu l'Avenger s'écraser et ont aussitôt pris leur bateau pour tenter de capturer un Américain et se venger.
Cependant, il ne fallut pas longtemps avant qu'ils ne se retrouvent attaqués par 2 des Avengers de l'escadron de Boucher qui voulaient les éloigner de leurs camarades abattus. Quelques heures plus tard, il fut stupéfait de voir un sous-marin américain, la United States Ship Finback, émerger des vagues pour le secourir, son équipage ayant traversé un champ de mines pour atteindre sa position. Boucher avait échappé à la capture par les Japonais, mais 8 autres membres d'équipage n'eurent pas cette chance, sautant de leur avion assez près du rivage pour être récupérés par les Japonais, qui leur réservèrent aussitôt leur accueil habituel pour les prisonniers américains. Rassemblés, les aviateurs capturés regardèrent avec horreur l'un des leurs, l'opérateur radio Marvel Mershen, qui n'avait que 19 ans, se faire malmener par un officier japonais, puis attaché à un arbre, après quoi les troupes japonaises reçurent l'ordre de commencer à le battre sans pitié sous les yeux de ses camarades. Après des heures de passage à tabac, Mershen fut détaché et emmené dans la jungle. Ses camarades ne le reverraient jamais. Mershen fut conduit vers une tombe fraîchement creusée, au-dessus de laquelle se tenait un soldat japonais armé d'un sabre, et l'Américain ne devait avoir aucun doute sur ce qui allait se passer. Selon les témoignages recueillis après la guerre, Mershen fut mis à genoux et on lui remit une cigarette qu'il put fumer sans interruption avant d'être bandé aux yeux et sommé de tendre le cou, après quoi il fut décapité au sabre, puis enterré peu après son exécution. Tachibana, quant à lui, s'adonnait à l'une de ses beuveries nocturnes et était fortement ivre lorsqu'il déclara que ses officiers et soldats devraient prouver qu'ils avaient l'esprit combatif nécessaire pour gagner la guerre. Pour cela, il imagina une épreuve véritablement atroce pour eux. Ils devaient exhumer le corps de Mershen et festoyer de sa chair. Des soldats furent renvoyés sur le lieu de la sépulture et commencèrent à exhumer le corps de l'Américain décédé. Un chirurgien de l'armée reçut alors l'ordre d'amputer la cuisse de Mershen et de la donner aux cuisiniers qui en firent ensuite un repas en l'assaisonnant de sauce soja et de légumes pour lui donner du goût, accompagné d'un verre de saké pour faire passer le tout. Voulant sans doute prouver leur valeur à Tachibana, de nombreux officiers ayant goûté la cuisse de Mershen déclarèrent le repas délicieux, poussant Tachibana à demander la préparation d'autres morceaux de Mershen. Un mois plus tard, Tachibana songea à tester davantage ses hommes sur les derniers prisonniers. Les 7 hommes furent conduits sur un champ de tir où Floyd Hall, 25 ans, fut isolé et attaché à un pieu. Apparemment, ce n'était pas une tâche agréable pour certains des officiers japonais, car pendant sa captivité, Hall avait réussi à se lier d'amitié avec certains d'entre eux en apprenant des mots et des coutumes japonaises et même en assistant à des fêtes avec eux. Il avait été un prisonnier prudent, espérant éviter la lame, mais cela n'a servi à rien. Après avoir été attaché au poteau, il a ensuite servi de cible pour des exercices à la baïonnette, subissant une mort atroce alors qu'il était poignardé à plusieurs reprises. Une fois mort, Tachibana ordonna à ses chirurgiens de commencer à prélever son foie et sa vésicule biliaire pour les consommer, et tout cela se déroulait sous les yeux des 6 derniers prisonniers. Les Japonais ont choisi Earl Vorgan comme prochaine victime. Mais le Texan de 22 ans décida de ne pas mourir comme Hall et lutta avec ses ravisseurs, espérant être tué rapidement. Il aurait même offert son cou aux gardes pour qu'ils le décapitent. Les Japonais, frustrés par l'attitude belliqueuse de l'Américain, le décapitèrent. Les chirurgiens retirèrent ensuite des organes pour que Tachibana et ses hommes les consomment. Cette nuit-là, des officiers de l'armée et de la marine furent conviés à festoyer avec les organes des morts. Les jours suivants, les derniers hommes furent tués brutalement et leurs organes prélevés pour d'autres expériences de Tachibana. Au moins, un prisonnier ne fut pas tué avant que ses organes soient retirés, Tachibana pensant que cela garderait la viande fraîche plus longtemps. Certains invités éprouvèrent de la fierté d'avoir réussi l'épreuve de Tachibana en goûtant de la chair humaine. Cependant, il semblait que tous ne répondaient pas à ces critères pour posséder l'esprit combatif. Par exemple, lorsqu'un groupe d'officiers de la marine reçut une soupe contenant des organes humains, ils auraient vomi, ce qui amusa beaucoup les soldats. Après la guerre, la marine américaine a interrogé Tachibana et ses officiers pour comprendre le sort de leurs aviateurs abattus.
Au début, les Japonais ont affirmé qu'ils n'avaient capturé que 6 aviateurs et que 2 d'entre eux avaient été envoyés au Japon par sous-marin pour y être interrogés, après quoi leur sort était inconnu, tandis que les 4 autres avaient été tués par des bombes américaines lors des nombreux raids aériens sur l'île. Ces explications semblaient crédibles car ces situations étaient déjà survenues avec des prisonniers ailleurs. Mais les enquêteurs américains ont vite relevé des incohérences. Et, finalement, la vérité a éclaté. Cependant, les autorités américaines ont décidé de ne pas rendre public le fait que leurs marins avaient été mangés par l'ennemi. Il y avait déjà suffisamment de preuves pour inculper les officiers japonais de crimes de guerre, ce qui entraînerait la peine de mort pour beaucoup d'entre eux, y compris Tachibana. Et il a été estimé que révéler la vérité ne ferait qu'accentuer la douleur des familles des victimes, qui devaient déjà faire face à la perte de leurs maris, pères et fils. Il faudra environ 60 ans avant que la vérité ne soit reconnue par le gouvernement américain, à la suite des recherches menées par l'auteur James Bradley. Tachibana et 3 autres officiers présents lors de l'incident ont été condamnés à mort après leur procès pour crimes de guerre à Guam. Cependant, il n'a pas été inculpé de cannibalisme car cela ne relevait pas du droit international établi en tant que crime de guerre. Il a été pendu le 24 septembre 1947. Quant au lieutenant George Bush, il est entré en politique et, le 20 janvier 1989, il a été élu 41e président des États-Unis. Il n'apprendrait à quel point il avait échappé de justesse au sort de ses camarades qu'après le travail de Bradley, après quoi Bush avouerait avoir ressenti de la culpabilité d'avoir été épargné en tant que 9e victime de ce chapitre vraiment effroyable de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale.